Alors on va s'intéresser dans la vidéo qui suit à la notion de champ. On distinguera en particulier les champs scalaires des champs vectoriels. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un scalaire ou un vecteur, je vous invite à regarder la première vidéo. Alors pourquoi les champs sont si importants? Il existe à l'heure actuelle deux théories physiques, deux modèles qui permettent d'expliquer l'ensemble de l'univers, et ces deux modèles utilisent chacun les champs. Alors si on s'intéresse à l'infiniment grand, par exemple le mouvement des galaxies ou des planètes autour du Soleil, dans ce cas-là on va utiliser une théorie, c'est la relativité générale. Alors c'est une théorie qui a été développée par Einstein et qui est basée sur une équation qui est l'équation de champs d'Einstein. Donc en relativité générale, les champs ont un rôle important à jouer. On pourrait citer également en cosmologie l'inflaton par exemple, qui est un champ scalaire et qui expliquerait l'expansion rapide de l'univers peu après le Big Bang. Alors la théorie de la relativité générale est assez compliquée, se passe dans un espace à 4 dimensions, dont le temps est intégré à l'espace, hein, ces 4 dimensions d'espace-temps. C'est un peu différent de la mécanique classique de Newton, hein, où on a 3 dimensions d'espace et le temps qui est bien séparé. Mais Newton, c'est juste une approximation de cette théorie de la relativité générale qui marche très très bien. Alors on parle d'infiniment grand, mais il faut bien voir qu'à des échelles plus petites, on peut en ressentir également certains effets. Quand je dis plus petites, c'est-à-dire à échelle humaine, hein, par exemple, si on n'utilisait pas les notions de relativité, au niveau du GPS, on n'aurait pas du tout la précision qu'on a à l'heure actuelle. Alors à l'opposé, si on veut expliquer l'infiniment petit, les atomes, les molécules, il faut utiliser une autre théorie, c'est la mécanique quantique. Alors malheureusement, pour l'instant, cette théorie n'est pas conciliable avec la relativité générale. Alors en mécanique quantique, cependant, on utilise également la notion de champ, qui est très importante. Alors pour ne donner qu'un exemple, en physique des particules, on a découvert le boson de Higgs, qui correspond à un champ scalaire. Donc là encore, les champs sont très importants. Alors la limite de la mécanique quantique est floue, hein. Elle rejoint la limite de la relativité générale, puisque à l'échelle humaine, à l'échelle macroscopique, on peut ressentir des effets quantiques. Alors qu'est-ce qu'un champ? En physique, on s'intéresse aux grandeurs. Les grandeurs, c'est ce qu'on peut mesurer. Donc par exemple, dans une pièce, on pourrait mesurer des distances. Donc une grandeur, ça a une unité. On peut mettre en centimètres, en mètres. On pourrait mesurer également, par exemple, un temps. Donc dans ce cas-là, on utilise un chronomètre. Ou on pourrait mesurer dans la pièce une température. Mais si on mesure une température, il faut la mesurer à un endroit précis. On peut par exemple la mesurer au niveau du sol, on peut la mesurer au milieu de la pièce, on peut la mesurer au sommet de la pièce. On trouvera à chaque fois des températures différentes. Donc au final, la température va dépendre de 4 paramètres. L'endroit où on la mesure, donc x, y, z dans un repère cartésien, et également l'instant auquel on la mesure. Et c'est l'ensemble des températures de la pièce que l'on va appeler le champ de température. Donc combien de températures? Pas 100, pas 1000, même pas un million ni un milliard, une infinité de températures. Donc toutes les températures qui peuvent être prises dans la pièce, on va appeler ça le champ de température. Donc souvent quand on travaille sur les champs, au lieu de faire un calcul pour une grandeur à un endroit précis, on va faire des calculs qui vont s'appliquer à l'ensemble de l'espace. Alors pour représenter ce champ de température, pour visualiser toutes ces températures en même temps, ce n'est pas évident. Alors il y a plusieurs possibilités. On peut déjà, par exemple, arbitrairement choisir certains points de l'espace et marquer la valeur de la température à côté. Alors ça donne une idée des températures de la pièce, mais c'est pas forcément très visuel. Une autre technique fréquemment utilisée, c'est de dessiner ce qu'on appelle des lignes de niveau. Alors les lignes de niveau, c'est des lignes qui vont relier entre eux les points de même température. Donc par exemple, on relie tous les points à 19 degrés Celsius au niveau du sol, hein, l'endroit sans doute le plus froid, puis tous les points à 20 degrés Celsius au milieu de la pièce, puis l'air chaud montant par convection, tous les points à 21 degrés Celsius en haut de la pièce. Il suffit de marquer une seule fois la température des lignes, on a déjà une bonne idée du champ à l'intérieur de la pièce. Alors ça évidemment c'est en 2 dimensions, en 3 dimensions, ça ne serait plus des lignes, mais ça serait des plans. Ensuite, ce qui est également fréquemment utilisé, c'est d'associer à chaque température une couleur. Par exemple, les températures les plus froides, on prend une couleur bleue, les températures les plus chaudes, une couleur rouge. On a comme ça une représentation du champ à l'aide des couleurs à l'intérieur de la pièce. Alors cette représentation des champs est très utilisée en météo. Par exemple, pour représenter la température du jour, on distingue très bien les températures des différentes villes, mais également les lignes de niveau séparées par des couleurs. On voit ainsi qu'en Corse, la couleur rouge indique qu'il fait particulièrement chaud, alors que la couleur bleue
indique que dans le nord de la France, il fait plus frais. Alors toujours en météo, la carte représentant le champ des pressions. Alors là encore, on distingue bien les lignes de niveau, avec par exemple une ligne à 1025 hectopascales, les anticyclones, les zones de dépression. Un dernier exemple de champ de ce type, la carte IGN, où là encore on peut distinguer les lignes de niveau qui sont indiquées. Alors dans les trois exemples précédents de champs, les grandeurs qu'on mesurait étaient des grandeurs scalaires, c'est-à-dire qu'un seul nombre suffisait pour les caractériser. Donc une altitude, une température, une pression, tout ça c'est des scalaires. On va voir maintenant un autre type de champ qui fait intervenir les vecteurs. Alors imaginons un aimant droit avec un pôle sud et un pôle nord, et on souhaite déterminer le champ magnétique autour de cet aimant. Donc pour cela, en un point M, pour déterminer le champ, on va placer une petite aiguille aimantée, la même qu'il y a dans les boussoles. Et cette aiguille va s'orienter suivant le champ. Donc elle a une direction et un sens, contrairement à une température, par exemple, dans le cas précédent où il n'y avait pas de direction et de sens. Alors en plus de la direction et du sens, ce champ il a également une intensité, qui se mesure dans ce cas-là avec un appareil, un teslamètre. Le champ se mesure avec une unité, le Tesla. Alors une fois qu'on connaît au point M la direction, le sens et l'intensité du champ, on peut le représenter par une flèche, un vecteur. Il suffit ensuite de faire le même type de mesure à différents endroits de l'espace, autour de l'aimant. Donc placer d'autres aiguilles aimantées et trouver la direction, le sens, et avec un teslamètre par exemple, l'intensité du champ. On aura alors une représentation d'un champ, mais qui n'est plus un champ scalaire, qui est un champ vectoriel. Alors l'ensemble de ces flèches donne une idée du champ magnétique qui règne autour de l'aimant. Alors combien il faudra en dessiner, là encore c'est arbitraire, hein, on peut en dessiner plein, mais quelquefois la figure n'est pas très visible. Trop peu, et dans ce cas-là on aura du mal à voir le champ. Là encore, hein, comme pour les températures, ce n'est pas évident de visualiser le champ avec uniquement les flèches. C'est pour ça qu'il existe une deuxième technique qui consiste à dessiner des lignes de champ. Alors il ne faut pas confondre les lignes de champ pour un champ vectoriel avec les lignes de niveau précédentes qui étaient pour un champ scalaire. Là c'est différent. Alors ces lignes de champ sont des lignes qui sont tracées de telle sorte que le champ est en tout point tangent à ces lignes. Alors on peut constater que ces lignes de champ sont orientées puisque le champ a un sens. Alors on pourrait avoir l'impression de perdre l'information sur l'intensité du champ, mais en réalité on remarque que les lignes de champ lorsqu'elles sont plus resserrées indiquent que le champ est plus intense. Donc on n'a plus la longueur, on n'a plus la norme des flèches qui avant représentaient le champ magnétique, mais là on peut regarder par exemple au pôle d'éléments que les lignes sont plus resserrées, les lignes de champ, donc le champ est plus intense au pôle de l'élément que latéralement. Lorsqu'on ne dessine que les lignes de champ pour représenter un champ vectoriel, on parle alors du spectre. Là, par exemple, il s'agit du spectre magnétique de l'aimant droit. Alors, on peut visualiser physiquement ces lignes de champ, ce spectre, en posant une plaque de verre, par exemple, sur l'aimant droit et en saupoudrant avec de la limaille de fer. Dans ce cas-là, la limaille va s'orienter suivant les lignes de champ et on obtiendra le spectre de l'aimant. Alors un autre exemple de champ vectoriel, en météorologie par exemple, c'est la carte des vents, où là on distingue des flèches avec différentes couleurs, hein, c'est une représentation un peu différente, mais c'est la représentation d'un champ vectoriel.